Allô tout le monde, ici Jean-Raphaël avec la suite de la matière sur l'optique ondulatoire. Cette fois-ci, on s'intéresse aux couches minces. Évidemment, on ne va pas parler de ce genre de couches. Par couche mince, on entend des fines pellicules. Alors quand on a, supposons, de l'air et de l'eau, et sur l'eau, on a une fine couche d'huile, par exemple, ben, on va avoir ce qu'on appelle une couche mince ou une pellicule mince. Donc, une couche mince, pellicule mince, c'est tout simplement un changement d'indice, un milieu d'indice de réfraction, mais qui a une épaisseur très faible. Alors, ça va nous faire deux dioptres essentiellement consécutifs. Là, on passe d'un milieu à un milieu très mince et à un troisième milieu par la suite. Alors, lorsque la lumière va illuminer une couche mince, il va y avoir des réflexions. Il y a de la lumière qui va être réfléchie, la lumière qui va être transmise, mais il va y avoir plusieurs réflexions et ces réflexions-là vont interférer entre elles. Alors pourquoi il y a plusieurs réflexions? Ben, c'est que un rayon incident principal arriverait ici, et là, il frappe le premier dioptre, donc la première interface entre, ça pourrait être l'air et l'huile, par exemple, si on a une couche d'huile sur de l'eau. Ben, il y a une partie qui va être transmise, puis une partie qui va être réfléchie. Mais la partie qui a été transmise va frapper un deuxième dioptre, alors il va y avoir une autre frontière entre deux indices de réfraction, et à nouveau, il y a une partie de l'énergie qui va être transmise, une partie qui va être réfléchie. Mais la partie qui a été réfléchie, elle va remonter et refrapper un autre dioptre, donc une autre transition. Cette fois-ci, ça serait entre l'huile et l'air, par exemple. Une partie qui est transmise, une partie qui est réfléchie. La partie réfléchie frappe l'autre interface, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez le principe. À chaque fois, il va y avoir différents rayons réfléchis et transmis, puis le rayon qui est toujours à l'intérieur de la couche mince, mais il va ressortir de la couche mince de part et d'autre plusieurs fois. Mais plusieurs fois, mais à des moments différents aussi. Donc, il fait des allers-retours, ça y prend un certain temps. Il va sortir un petit peu plus tard, mais avec une phase différente aussi. Alors, toutes les réflexions ont des différences de phase qui les séparent. Alors, selon l'épaisseur de la couche, selon les indices de réfraction, selon la longueur d'onde de la lumière considérée, on peut avoir des interférences qui vont être destructives ou constructives. Alors, c'est ça qui va nous intéresser dans cette section-ci de matière. L'amplitude et l'intensité étant proportionnelle au carré de l'amplitude. Donc, l'amplitude des rayons réfléchis dépend des indices de réfraction. Donc, ça, c'est très important. Et certains indices de réfraction vont faire qu'il va avoir la majorité du signal va être transmis, la majorité pardon, de l'onde va être transmise, une faible partie va être réfléchie. Nous, c'est davantage ce cas-là qu'on va considérer. Donc, quand on a des changements d'indice de réfraction, on va considérer que les milieux sont très transparents. Donc, il n'y a pas beaucoup de réflexion. S'il n'y a pas une grande partie, un grand pourcentage de l'énergie qui est réfléchie, mais ça va faire en sorte que les deux premières réflexions, donc les deux premiers rayons qui sont retournés dans l'air, donc les deux qui sont en noir un peu plus foncé ici à gauche, ben, ils vont avoir des amplitudes similaires, alors que les autres rayons vont avoir des amplitudes négligeables. Alors pourquoi les deux premiers rayons ont des amplitudes similaires et les autres c'est négligeable? Mais supposons que l'amplitude c'est 1% qui est, ou mettons, on va parler d'énergie. Donc, supposons que 1% de l'énergie est réfléchie alors que 99% de l'énergie est transmise. On va supposer que c'est ça à chacune des étapes. C'est sûr que pour chaque transition, ça peut être des chiffres un peu différents, donc, mais supposons que c'est très transparent. Donc, on a l'énergie, toute l'énergie qui arrive ici, l'énergie incidente, 1% qui est réfléchie. Donc, ce premier rayon-là, c'est 1% de l'énergie initiale et 99% qui traverse. Mais ça, 99%, on va dire qu'il y a un 99% de ça qui traverse et un 1% qui est réfléchi. Et ce rayon-là ici qui a été réfléchi, mais il va en avoir un 99% qui va traverser et seulement 1% qui est réfléchi. Alors, la première réflexion a une énergie d'environ 1%, 1% de l'énergie initiale, tandis que l'autre, c'est 1% de 99% de 99%. Donc, c'est moins qu'1%, mais c'est pas beaucoup moins. Alors, les deux premiers rayons ont des amplitudes qui sont comparables, disons. Le troisième, lui, ben, par rapport au deuxième, il y a eu une réflexion ici, donc il est déjà 1% moins intense environ. Une autre réflexion, donc 1% moins intense que ça. Donc le troisième est beaucoup moins intense. Et là, c'est encore pire pour le quatrième, le cinquième, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est seulement considérer les deux premiers rayons réfléchis.
Et on va seulement s'attarder à la réflexion. Au niveau de la transmission, oui, il y a de l'interférence aussi, mais le premier rayon est très, très, très intense. C'est 99% de 99% de ce qu'on avait au départ, tandis que le deuxième rayon est issu de deux réflexions, donc il est déjà 1% de 1% de 99%, donc il est déjà beaucoup plus faible. Donc en transmission, il va y avoir une interférence aussi, mais de façon moins importante. Alors, on s'intéresse à la réflexion, aux deux premières réflexions et à leur interférence. Alors, leur interférence va venir de quoi? Elle va venir évidemment de leur déphasage. Et leur déphasage, il y a deux causes principales. Il y a évidemment la différence de marche, donc la différence de parcours. Le deuxième rayon a fait un aller-retour dans la couche mince que le premier rayon n'a pas fait. Donc, il a fait un chemin un peu plus long. Et il y a évidemment des réflexions dans les deux cas. Chaque rayon a été réfléchi une fois, mais peut-être qu'il y en a un qui a eu une réflexion dure, donc une inversion de pi, mais l'autre aurait eu une réflexion molle, donc pas d'inversion. Donc ça va dépendre des cas. Des fois, les deux réflexions vont être pareilles, donc il n'y aura pas de déphasage dû aux réflexions, mais des fois, les réflexions vont être différentes. Alors, au final, le déphasage entre les deux ondes qui vont être réfléchies, c'est le déphasage dû à la différence de parcours plus le déphasage dû aux réflexions, si il y a un déphasage dû aux réflexions. Dans tous les cas, le déphasage dû aux sources, ça va être nul parce que les deux rayons sont issus du même rayon incident. Là, donc, c'est la même source qui s'est divisée en deux parties. En fait, en plusieurs parties, mais on en regarde seulement deux. Donc, regardons ces déphasages-là dans le détail. Ici, le premier rayon, la première réflexion, c'est lui qu'on va appeler le rayon 1. Et le deuxième rayon à être sorti, ça va être le rayon 2. Donc, assez logique là, comme nomenclature. Et l'épaisseur de la couche mince, on va l'appeler E. Alors, il faut faire attention ici, le E minuscule, c'est une variable, c'est une lettre tout simplement. C'est pas le nombre d'Euler qu'on utilise comme base de l'exponentielle. Alors, la différence de marche, c'est quoi? La différence de parcours, le delta, donc le R2 moins R1, c'est égal à 2 fois l'épaisseur de la couche mince. Donc, 2 fois l'épaisseur de la couche mince, ici, il faut faire une petite pause. C'est vrai seulement si les rayons arrivent à incidence normale, donc à 90 degrés là, par rapport aux surfaces. Parce que si on est à angle comme sur le dessin, ben, l'aller-retour ici, c'est un chemin un petit peu plus long. Là, à cause on ferait Pythagore pour trouver la longueur de l'hypoténuse, on ferait x2 pour l'aller-retour. Mais dans le cadre de notre cours, on va s'intéresser seulement à des incidences normales. Donc, si j'ai mis des angles dans le schéma pour qu'on puisse différencier les rayons, sinon ils seraient tous un par-dessus l'autre, mais on va faire comme si c'était à 90 degrés par rapport à la surface, donc à 0 degré par rapport à la normale. Alors, le chemin parcouru par le rayon 2, c'est vraiment 2 fois E. Alors, R2 moins R1, vu que c'est les rayons 2 qui ont fait le chemin le plus long, c'est égal à 2 fois E. Le déphasage dû à la différence de parcours, c'est donc, c'est toujours K fois delta R, si vous voulez, donc 2pi sur lambda, qui correspond à K, fois la différence de parcours, qui est égale à 2 fois E. Alors, ça nous donne 4 fois pi fois E sur la longueur d'onde. Cela dit, ce n'est pas n'importe quelle longueur d'onde qu'on doit utiliser, c'est la longueur d'onde dans la couche mince. Ce n'est pas la longueur d'onde de l'onde quand elle est dans l'air. Parce qu'il y a un changement de longueur d'onde quand on change de milieu. Alors le lambda dans notre équation, on va le changer, on va l'écrire comme étant la longueur d'onde dans le vide ou la longueur d'onde dans l'air, divisé par l'indice de réfraction de la pellicule mince. Ce qui va être un peu plus pratique parce que supposons qu'on regarde les réflexions, nous on va les regarder quand on est dans l'air. La longueur d'onde qu'on va voir, ce n'est pas la longueur d'onde qui va avoir fait le chemin de plus. Alors, il faut faire attention à ça, mais si on remplace lambda par lambda 0 sur l'indice de réfraction de la pellicule mince, c'est l'équation que ça nous donne pour le déphasage dû à la différence de parcours. Maintenant, le déphasage dû aux réflexions, mais comme je le disais tantôt, ça dépend des réflexions, puis les types de réflexions dépendent des indices de réfraction. Puis ça dépend donc des indices, mais ça dépend aussi, c'est pas seulement une transition qui compte, c'est les deux transitions qu'on doit considérer. Donc, on va avoir un déphasage de pi, de plus ou moins pi en fait, s'il y a une des réflexions qui est dure alors que l'autre est molle. Si les deux réflexions sont dures, les deux
rayons ont été inversés, essentiellement, ça revient au même. Donc, ils ne sont pas inversés l'un par rapport à l'autre. Si les deux réflexions sont molles, ben c'est sûr qu'il n'y a jamais eu d'inversion, donc il n'y a pas de déphasage dû à ça. Donc, c'est vraiment s'il y a eu un nombre inégal de réflexions dures. Alors, le plus ou moins pi, au besoin, on l'additionne au déphasage dû à la différence de marche pour avoir le déphasage total entre les rayons 1 et 2. Si on remarque l'équation précédente, ça nous explique un peu pourquoi si on fait une bulle, par exemple une bulle d'eau savonneuse, qu'on tient ça dans un cerceau comme sur l'image, pourquoi il y a des lignes de couleur qu'on observe. Alors ici, ce qu'on voit, c'est de la lumière qui est réfléchie. Là. Le fond derrière est noir, donc la lumière elle provient de derrière nous, disons, de derrière la caméra. Et ce qu'on remarque, c'est que selon la hauteur où qu'on regarde, les couleurs réfléchies euh, sont différentes. Donc on a des fois le rouge et le bleu, donc ça va faire une espèce de magenta là, qui interfère de façon constructive. Des fois, ça va être plus le vert, des fois, c'est plus le bleu seulement, des fois, c'est plus le jaune, etc. Ça vient de quoi ça? Ça vient de l'équation qu'on vient juste de mentionner. Donc ici, le plus ou moins pi, ça c'est sûr que ça dépend juste des indices de réfraction, donc ça ne va pas nous intéresser beaucoup pour l'instant. Mais dans l'équation du déphasage, on remarque que le déphasage est proportionnel à l'épaisseur. C'est donc dire que si l'épaisseur augmente ou l'épaisseur diminue, ben, le déphasage va être tantôt constructif, tantôt destructif. Et l'autre chose qui peut changer aussi, c'est la longueur d'onde. Donc, il y a certaines combinaisons épaisseur-longueur d'onde qui vont faire en sorte que ça va être constructif ou destructif à certains moments. Et si on tient comme un mur d'eau, une pellicule d'eau, mais verticale, la gravité va faire en sorte que l'eau va couler, va descendre vers le bas. Donc, c'est plus épais en bas, c'est plus mince en haut. Alors, au fur et à mesure qu'on descend, ben, l'épaisseur augmente et là, c'est différentes longueurs d'onde qui deviennent en interférence constructive, donc ce qu'on observe. Et on remarque aussi que ce n'est pas juste un changement de couleur, mais le changement de couleur est de plus en plus rapide. Encore une fois, je reviens à l'équation ici. Plus E est grand, ben plus le. Comme si on faisait le graphique, dans le fond, du déphasage en fonction de la longueur d'onde, par exemple, mais plus la pente est élevée, donc plus la transition va se faire rapidement. Et au contraire, si E est très, 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 très petit, ben, il faut vraiment changer beaucoup la longueur d'onde pour avoir un déphasage suffisamment important pour avoir une interférence, qui soit constructive ou destructive, là, ça dépend. Dans le cas de l'image que je vous montrais tantôt, on aurait eu un pi au travers. Donc, si on a un pi au travers et que tout ça ici vaut 0, ben, un déphasage de pi au total, ça va être une interférence destructive. Alors, dans le cas de l'image, on avait pi, on va le voir dans le prochain exemple qu'on va faire, on avait pi dû aux réflexions, et quand l'épaisseur devient très petite, ben, peu importe la longueur d'onde visible qu'on considère, le E est tellement petit qu'on n'aura jamais de l'interférence constructive. Alors c'est ce qu'on observe ici. En haut, en haut complètement de l'image, ça a l'air d'être noir, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau là. L'eau ne pourrait pas tenir autrement. L'eau est nécessairement, prend nécessairement tout l'espace dans le cercle pour que ça tienne par tension de surface. C'est juste qu'ici, en haut, il n'y a aucune longueur d'onde visible qui permet d'avoir de l'interférence constructive. Ici, c'est possible en changeant la longueur d'onde. Et plus on descend, plus la transition se fait rapidement. Et si on faisait cette expérience-là, puis qu'on la regarde, on la laisse aller, mais plus ça va, donc en haut à gauche, c'est, disons, récent, ça pourrait être le temps t égale à 0. Et après ça, on se tasse à droite, on va en bas à gauche, et on finit en bas à droite beaucoup plus tard. Il y a encore, il y a encore de l'eau savonneuse ici, sauf que par gravité, l'eau est tombée et ça fait que c'est une paroi qui est rendue maintenant très, 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 très mince. Donc, il n'y a pas de réflexion. Tous les rayons réfléchis sont en interférence destructive. Alors là, ça fait beaucoup de. Ben, pas beaucoup d'équations tant que ça, mais ça fait quand même des principes qu'on parle de façon abstraite. Alors, on va passer à un premier exemple qui est justement une situation similaire, donc avec une bulle de savon, sauf qu'ici, au lieu d'avoir un mur de savon là, dans un anneau, supposons qu'on a soufflé, là, comme avec les jouets qu'on avait quand on était enfant, pour faire une bulle de savon sphérique, donc dans l'air. Alors, une bulle de savon flotte dans l'air. La paroi de la bulle a un indice de réfraction de 1,33, donc l'eau savonneuse, c'est typiquement de l'eau.
Et la paroi de la bulle a une épaisseur de 300 nanomètres. On veut savoir ici quelles couleurs sont davantage réfléchies par la bulle. Et comme je le disais tantôt, on va toujours considérer à incidence normale. Donc, si on regarde le centre de la bulle, par exemple, si on regardait à angle, c'est sûr que les hypoténuses vont faire en sorte que les épaisseurs vont changer et ça complexifie grandement le problème. Donc, si on regarde juste au centre, quand l'épaisseur traversée est de 300 nanomètres, quelle couleur sont ou est le davantage réfléchi par la bulle. Alors ici, première chose qu'on va regarder, c'est les réflexions. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions dures? Est-ce qu'il y a un nombre de réflexions dures différents entre les rayons 1 et le rayon 2? Ici, on remarque que le rayon 1, donc la première réflexion, c'est entre l'air et l'eau. Alors, de l'air à l'eau, on frappe un milieu qui est plus dense, donc un milieu plus dur. C'est une réflexion dure. Il va y avoir un déphasage de pi causé par cette réflexion. Le rayon 2, lui, ben, il est passé de l'air à l'eau, mais en transmission, il n'y a jamais d'inversion. Et par la suite, de l'eau à l'air, donc on frappe moins dense. Il s'agit d'une réflexion molle, pas d'inversion ici. Et enfin, la transmission, il n'y a jamais d'inversion dans une transmission. Donc, pas de déphasage pour le rayon 2, mais un déphasage pour le rayon 1. C'est donc dire qu'il va y avoir une différence dans les déphasages. Maintenant, le déphasage qu'on veut, nous, pour avoir une interférence constructive, ça doit être un multiple entier de 2π. La première réflexion est inversée par la deuxième, comme je le disais. Alors, si on fait la différence entre les deux, donc 0 pour le rayon 2, pi pour le rayon 1, ça nous donne moins pi. Remarquez, on aurait pu dire plus pi, ça revient au même. Le faire moins pi ou plus pi, c'est à l'inverse. Donc, ça ne change rien, mais ici, j'ai considéré moins pi là, pour les calculs subséquents. Et ensuite, ben, il faut additionner à ça le déphasage dû à la différence de marche. Donc, l'équation que je vous ai présentée tantôt. Donc, 2π sur lambda fois la différence de distance qui correspond à 2 fois E, puis le lambda, on le change par lambda 0 sur l'indice de réfraction. Alors ça, c'est l'équation de notre déphasage. On veut un déphasage qui est égal à un multiple entier de 2π pour avoir une interférence constructive. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, on pourrait diviser par pi là, de part et d'autre. Alors, on va avoir 2m à gauche, on va avoir 4npe sur lambda 0 moins 1 à droite. Alors, c'est ce que ça nous donne ici. L'indice de réfraction de la pellicule, donc de la couche d'eau, c'est connu, c'est 1,33. L'épaisseur est connue aussi, c'est 300 nanomètres. M, c'est un entier qui peut prendre n'importe quelle valeur. Et lambda 0, c'est la longueur d'onde, donc de la couleur qui va faire qu'on va avoir une interférence constructive. Donc, c'est ça qu'on cherche. Alors, c'est ce qu'on va isoler ici. Alors, en isolant lambda 0, c'est ce qu'on obtient. Alors, le moins 1 qui est à droite, on l'envoie à gauche, ça fait 2m plus 1, et on l'envoie au dénominateur. Là, on inverse sa position avec lambda 0. On peut par la suite mettre les valeurs qu'on connaît, et on trouve que lambda 0, ça correspond à une longueur d'onde constructive, donc une longueur d'onde qui est en interférence constructive en réflexion, lorsque c'est égal à 1596 nanomètres sur 2m plus 1. Autrement dit, quand c'est égal à 1596 nanomètres sur un nombre entier impair. Alors, ça fait qu'il y a une infinité de solutions, il y a une infinité de longueurs d'onde qui vont être en interférence constructive. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les longueurs d'onde dans le domaine du visible. Qu'il y ait de l'ultraviolet qui va être beaucoup réfléchi, on ne le verra pas de toute façon, ça nous intéresse peu. Alors, on va chercher des longueurs d'onde entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Dans ce cas-ci, pour avoir une valeur de lambda 0 entre 400 et 700 nanomètres, il y a juste une façon de le faire, c'est en remplaçant m par 1. Alors, quand on fait ça, ça fait 1596 nanomètres divisé par 3, qui nous donne 532 nanomètres. Ça correspond donc à du vert. Alors, le vert va être plus présent dans la réflexion quand on va regarder le centre de la bulle. Évidemment, 532 nanomètres est constructif. On s'entend que 530, 531, 540, toutes les longueurs d'onde qui sont proches vont être quand même en interférence constructive aussi, sauf que 532, c'est la longueur d'onde qui va être la plus réfléchie. Juste rapidement, je disais que m égale 1, c'est la seule valeur possible. Comment on sait ça? C'est seulement par essai et erreur. Si on avait remplacé m par 0, ça fait 1596 sur 1, ça fait 1596, donc c'est trop grand comme valeur. Remplacer m par un négatif, ça fait une longueur d'onde négative, ça n'a aucun sens. Remplacer m par 2, là, ça fait qu'on divise 1596 par 5. Remplacer m par 3, on divise par 7, donc c'est trop petit. Encore une fois, on tombe dans l'ultraviolet. Alors,
juste par essai-erreur, on remarque que c'est la seule possibilité. En B, maintenant, c'est la même question, mais à l'inverse. Si le vert est davantage réfléchi, mais c'est quoi les couleurs qu'on va voir moins que la moyenne? Donc, quelles couleurs, quelles longueurs d'onde vont être en interférence destructive dans la réflexion? Alors, ça va être exactement la même logique. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir 2pi fois m, on va avoir 2pi fois m plus une demi. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va faire le même principe que tantôt. Donc, la seule différence, tantôt, on avait 2m à gauche qui était égal à 4npe sur lambda 0 moins 1. Ça, c'était après qu'on a divisé par pi là, de part et d'autre. Ici, au lieu d'avoir 2m, on va avoir 2m plus 1. Donc, j'ai sauté des étapes, là, mais les déphasages, ils n'ont pas changé. C'est juste le 2πm qu'on remplace par 2pi fois m plus une demi. Par la suite, ce qu'on peut faire, le moins 1, on va l'envoyer de l'autre côté, ça va faire 2m plus 2, et on isole lambda 0. Même principe, on met nos valeurs là-dedans. 1596 nanomètres divisé par un nombre pair cette fois-ci. Alors, c'est quoi les valeurs là-dedans qui nous donnent les valeurs de m qui nous donnent des lambda 0 dans le domaine visible? Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment, mais il y en a qui sont proches. Donc, on va les regarder, celles qui sont proches. Il y a si m est égal à 0. Donc, si m est égal à négatif, on s'entend, on oublie ça. Mais si m est égal à 0, on a 1585 nanomètres divisé par 2. Ça fait 798 nanomètres. C'est dans l'infrarouge, mais c'est quand même proche du rouge. En fait, si on remarque le rouge qui est loin, là, donc 650 à 700 nanomètres, il est quasiment plus proche de cette longueur d'onde d'interférence destructive qu'elles sont proches du vert qui était constructif là, à 532. Donc le rouge va être un peu atténué. Il va être quand même présent, mais un petit peu atténué. Et si on remplace m par 1, alors ça fait qu'on divise 1596 nanomètres par 4, on tombe sur lambda 0 à 399 nanomètres. Donc c'est pas dans le domaine du visible, on s'entend le 400 de 400 à 450 nanomètres, ça va être quand même assez destructif. Donc il va y avoir beaucoup moins de violet et de bleu là, dans la réflexion. Donc le vert fortement réfléchi, les autres couleurs pas mal moins. Et les couleurs intermédiaires vont être là, mais avec moins d'intensité que le vert, mais avec plus que le rouge et le violet. Par exemple, le jaune, et le cyan et ainsi de suite. Alors, ça serait le genre d'image qu'on aurait. C'est sûr que c'est pas une photo d'une bulle qui est vraiment à 300 nanomètres, mais ça peut vous montrer quand même les couleurs qu'on peut voir. Alors, au centre, nous, c'est ce qu'on a calculé, mais au fur et à mesure qu'on regarde à angle, on traverse des épaisseurs qui sont différentes. Alors, c'est d'autres longueurs d'onde qui deviennent constructives et destructives, et ainsi de suite. Donc, plus on se tasse en angle, plus on change les couleurs qu'on observe.